Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Basket Session River sur toutes les plateformes de streaming pour ce tout nouveau numéro de Hoop Culture. Je suis rejoint comme chaque semaine par mon acolyte Théophile Omesser. Salut Théo, comment ça va? Ça va très bien, Pierre Armand, quoi de neuf cette semaine? Eh ben écoute, ça va. Cette semaine que j'ai passé à attendre en tout cas le retour de Hoop Culture avec grande impatience. Oui, et puis c'était aussi la reprise de la NBA, le vrai championnat. Maintenant qu'on a fini un peu avec la pré-saison, avec des rosters de 25 joueurs et des mecs qui vont pas faire l'année, on est enfin dans le vrai du vrai là. Exactement, on est chaud, bouillant. Alors, vous connaissez le principe de haute culture, on dépasse les limites du terrain. On parle bien sûr basketball, mais pas forcément ancré dans l'actualité. On essaye de vous offrir chaque semaine des podcasts un petit peu intemporels que vous pourrez réécouter au fur et à mesure du temps. Donc, si vous avez raté le premier épisode, sachez que vous pouvez tout réécouter au fur et à mesure. Il y a pas forcément, c'est pas forcément ancré dans l'actu, même si on y fait bien sûr un petit clin d'œil. Comme chaque semaine, Théo, on parlera de nos coups de cœur, de nos coups de gueule et de nos reliques. Mais comme chaque semaine, on a un thème et cette semaine, on l'a dénommé, comme vous avez vu, Point Break. Alors, qu'est-ce que ça signifie Point Break? C'est les turning points, c'est-à-dire ces moments un petit peu particuliers qui auraient pu changer le cours de l'histoire, changer le cours d'une carrière. Alors, ça n'a rien à voir. On fait bien la distinction avec ce dont on avait parlé la dernière fois, les game changers qui ont changé, eux, le sport ou la vision du sport ou la culture en général. Là, on s'accorde, on fera bien la distinction à chaque fois. Mais d'abord, petit retour, vous êtes très nombreux à nous faire des commentaires et de nous rectifier parfois. On a parlé de la draft 2013. La dernière fois, on avait dit que le meilleur joueur de la draft, c'était Victor Oladipo. Et dimanche à 17h12, j'ai eu un coup de fil sur mon appel, de mon téléphone d'un certain Giannis A qui m'a dit frérot, t'es sérieux? Oui, c'est mon frérot. Et qui m'a Ouais. dit frérot, t'es sérieux? Avec un fort accent grec. J'ai même pas raccroché où je me suis pris une volée de cette conversation, où j'ai marqué R. qui m'a juste appelé derrière en disant la même chose, t'es sérieux frérot, qui m'engueule aussi. Donc voilà, moi tu me connais, je me suis pas démonté, j'ai pris mon courage à des mains, j'ai dit les gars, c'était haut. Le mec, il était en bouclage de MOOC, il est en roue libre, il a dit que c'était Victor Oladipo le meilleur joueur. On s'excuse tout de suite et on s'excuse auprès des auditeurs qui nous ont fait remarquer que cette draft, même si elle était pas la meilleure, il y a quand même eu un monstre sacré et un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket français qui en sont sortis. Donc voilà, mille excuses. On Non, c'est rétablit la vrai, vérité. c'était quand même une draft faiblarde, mais avec effectivement un mec qui sera au panthéon du jeu et puis un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Mais derrière, bon, je maintiens quand même que c'était une draft faiblarde par Non, contre. mais c'était pas sur la draft faiblard qu'on s'est fait reprendre, c'est sur le Victor Oladipo, meilleur Oui, joueur de la oui, draft. c'est vrai. Voilà, Bon, voilà. franchement, entre Victor Oladipo et Yanis, est-ce qu'il y a vraiment une si grosse différence de niveau et de carrière? C'est à la Je marge, suis, quoi, à la marge. Bah, on regardera les stats au bout d'un moment, mais là, même pour l'instant, on verra la fin de la carrière. Mais là, Voilà, c'est ça, exactement. là, ça se joue. Allez, on va démarrer dans ces turning points, ces point break, ces points de rupture ou ces points de changement, en tout cas. Théo, de quoi tu voulais nous parler en premier? Bah écoute, moi je vais faire dans le très classique. Pour le premier, je vais te ramener le 29 mars 1982, finale du championnat universitaire, UNC face à Bien sûr. Georgetown, avec un certain voilà, Michael Jordan qui est freshman. Donc le match est hyper serré tout du long. Il y a au moins 15 changements, 15 changements effectivement de lead. C'est une équipe est devant, puis c'est l'autre, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Il y a 62-61 pour Georgetown et il reste 32 secondes à jouer. Temps mort pris par Dean Smith et North Carolina. Il y a un petit peu de fébrilité du côté des joueurs pendant le temps mort. À la reprise, voilà, Dean Smith essaye donne comme option d'aller chercher peut-être le alley-oop pour James Worthy, parce qu'à ce moment-là, Georgetown est en zone 1-3-1, donc on va chercher peut-être une solution Et la au-dessus. superstar, c'est James Worthy de l'équipe, quoi. Oui, absolument, absolument. En face, il y a quand même Patrick Ewing qui occupe de la place dans la raquette, mais qui est au milieu de la zone 1-3-1. Donc voilà, on cherche une solution en l'air. Sinon, on demande à Sam Perkins de verrouiller le rebond offensif si jamais il y a un tir qui est raté. Et au moment de repartir sur le terrain, Dean Smith tape sur l'épaule de Michael Jordan et lui dit, bon, écoute, si le ballon vient vers toi, prends le tir, mais rentre-le. À 18 secondes de la fin du match, le ballon arrive dans les mains de Michael, Et tout seul. tout seul. C'est vrai qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, ils sont Il n'y a en pas de zone, tir à 3 points. il y a pas de tir à 3 points, pas de ligne à 3 points. Il On a prend un l'impression que le magnifique. terrain est tout petit, en fait. On se ex- rend moins compte du spacing quand il y a la ligne à Exactement, 3 points. exactement. Et puis c'est vrai que voilà, à l'époque, on prend pas de tir trop loin. Il prend un magnifique jumper. Et
panier qui donne la victoire à UNC. Alors il faut savoir que derrière Georgetown, on a une dernière possession qui est complètement foirée par le pauvre Fred Brand qui finit par donner la balle carrément à James Worthy qui repart tout seul en contre-attaque, qui a faute. Bref, il reste 2 secondes à jouer, le match est Ah ouais, plié. c'est ça qui plie le match en fait. Parce que tout le monde pense que c'est un Exactement. game winner, mais il y a Ouais. derrière un foirage, un craquage complet du meneur qui panique et qui lâche la balle direct dans les mains de Worthy qui s'y attend même pas. Exactement, en fait, il y a un cafouillage énorme. Voilà, mais c'est ce shoot. Alors, ce qui est fou dans la carte de Jordan, c'est qu'il y a plusieurs tirs qui ont été baptisés The Shot, mais celui-ci, c'est Mm. l'originel. Et c'est vrai que de son propre aveu, c'est le tir qui a tout changé, quoi. C'est celui qui lui a donné une confiance énorme, qui lui a, voilà, qui l'a propulsé. La saison d'après, il est à 20 points de moyenne, mais bon, ces 2 dernières saisons universitaires, ses Bien sûr. stats offensives, on peut être un peu étonné finalement de ne pas voir Jordan marquer plus, mais c'est parce que Dean Smith le tient avec une, il tient la laisse très serrée et il lui laisse pas tant de temps de jeu que ça. Bien Et sûr. c'est le départ voilà, c'est le départ, je pense, de Jordan tel qu'on l'a connu après. En tout cas, c'est comme ça que lui raconte les choses. Donc je pense que, voilà, pour moi, je l'ai noté comme étant le turning point de la carrière de Jordan et donc un petit peu de ce qui s'est passé en NBA pendant les 15 années suivantes parce que c'est vraiment comme ça que lui-même définit les choses. Alors c'est vrai que du coup ton t-shirt aurait pu me marquer since 82 finalement. Voilà, c'est ça. C'est pas Euh, faux. c'est C'est pas- pas faux. juste une mauvaise voix quand je dis qu'il est étrangement seul, même si le mec monte sur lui, il prend un jump shot à une hauteur qui est Ouais, incontrable. C'est impossible de l'attraper. C'est intéressant que tu parles de Michael Jordan parce qu'évidemment, des turning points dans sa carrière, il y en a beaucoup. Moi, j'ai hésité entre deux. Alors trois, évidemment, mais je me doutais que tu parlerais de 82. Moi, il y en a deux pour moi. Il y en a un qui est en finale NBA 91. C'est le fameux Spectacular Move by Michael Jordan, où il change de main en l'air, où là, ils perdent le premier match, et dans le deuxième, il sort ça, et on sait tout de suite que c'est fini. C'est-à-dire qu'on se dit, si le gars, parce qu'il peut y aller au dunk, il fait ça, il est sur une série où je crois il met 13 shoots d'affilée, et la confiance qu'il met là-dessus, le momentum, le changement de momentum là-dessus, on se dit, ça y est. Pour moi, le règne de Jordan aux yeux du monde entier, il part de ce mouvement-là qui fait partie des mouvements les plus iconiques de l'histoire de la NBA. Mais carrément. moi, pour moi, le turning point dans la carrière de Jordan, c'est la mort de son père. C'est-à-dire que c'est la fin d'une époque pour lui. Il prend sa première retraite, il fait autre chose. Et le what if, il est sans la mort de son père, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il aurait continué tout de suite? Est-ce qu'il aurait arrêté? Est-ce qu'on aurait vu un deuxième tripit après? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui lui a qui a éteint le feu qui a été allumé en 82, et c'est là que tu as parfaitement raison de le dire, et qui se rallumera après un break forcément nécessaire, et cet hommage qu'il fait. Sans ça, on n'aurait pas eu le fameux match le jour de la fête des pères, sans ça, on n'aurait pas eu toute une narration évidemment complètement dingue. Et voilà, donc on a ces 3 points qui pourraient en effet être déterminants dans la carrière de Jordan. Ouais, Il y en carrément. a, il y en a, il y en a 1000 autres, hein, mais... Non, mais c'est bien que tu aies noté cela parce qu'en finalement, ils ont chacun une dimension et une signification très différentes. Et voilà, entre le premier, celui de 82, et puis celui enfin, le dernier dont tu parlais, là, avec la mort de son père, qui est le moment qui fait basculer, qui le fait prendre sa retraite, première retraite. Et puis, c'est aussi cette retraite, je pense, qui lui a redonné la motivation folle de revenir et de se relancer complètement. Donc, effectivement, même sans cette retraite, on peut se demander s'il y aurait eu la domination qui a suivi avec le deuxième three-peat des Bulls, la saison Mm. 96 complètement folle. C'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Bon, je reste avec Jordan, mais cette Ouais, fois-ci qui est de l'autre côté du miroir, et un petit point de bascule dans la manière dont la Ligue point de bascule pour la Ligue en général. Jordan se retrouve ce jour-là face à un joueur que tu adores, et il se fait crosser, mon pote, par Allen Iverson. Cette image, elle fait le tour du monde, plus ou moins, et c'est la première fois qu'on se dit, ah, voilà la relève. Parce que jusque-là, on parlait toujours du futur Jordan, on ne parlait pas de la relève. Et euh, ça allume évidemment quelque chose dans la carrière d'Allen Iverson qui, du jour au lendemain, est surtout les highlights possibles, inimaginables. Bon, Jordan, il est pas non plus, il tombe pas par terre, hein, il se fait juste surprendre par la rapidité du truc. Mais dans la tête des gens, on voit ce petit bonhomme qui a aucun complexe, qui crosse Jordan, et voilà, on se dit justement, est-ce que le futur n'est pas là?
Ouais, c'est clair. D'autant qu'il me semble que c'est dans le même match où il l'envoie plus ou moins chier Jordan. Il y a Rodman qui vient prendre la tête d'Iverson un petit peu. Jordan essaie de venir faire le grand frère et puis il lui dit en gros, il lui dit de se barrer et qu'il a pas besoin de lui. C'est Et, ça, euh, et- et c'est c'est vrai que ça. c'est marrant parce que tu vois, c'était l'époque avant les réseaux sociaux, avant qu'on ait les images. Et pourtant, je me rappelle encore, tu vois, finalement de l'impact de ce cross quoi. Tout le monde parlait que de ça, c'était un mini phénomène. Alors c'était un phénomène viral avant que ça soit possible enfin que ça puisse prendre l'ampleur que ça a sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y avait tout un symbole là-dedans quand même, au niveau de l'attitude, au niveau Absolument. du geste offensif et tout, c'était ouais. Et de mémoire quand même, je crois que Jordan derrière lui plante un panier sur la tête sur l'action juste après. C'est vrai Ah qu'on bah, voit moins le shoot d'après, mais le double c'est cross plus, d'Iverson, il est magnifique quoi. c'est plus que probable parce que ça va très très vite. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de vérifier là. Jordan porte au pied une paire d'Air Jordan 12 qui s'appelle une Air Jordan 12 Cherry, c'est-à-dire blanche avec les contours rouges, qui est magnifique et qui ressort ce samedi, qui est réédité samedi pour la première fois depuis vraiment très très longtemps. Magnifique modèle. Il fait une performance dingue à Seattle quand il va pour le premier match après la finale de 96 dans cette paire de chaussures. Et c'est une des rares paires de chaussures qui est assimilée justement à une action où Jordan se prend quelque chose au lieu de Ouais, donner foncièrement aux autres. Ouais. c'est bon ça. Et moi, j'en ai un autre, un autre turning point important, en tout cas moi qui m'a vraiment impacté, de quelqu'un qui a beaucoup donné. Alors là, je te ramène cette fois-ci en 2007, cinquième match des finales de conférence à l'Est, les Cavs face aux Pistons. Et LeBron qui réalise un match complètement dingue. On savait déjà qu'il était fort, on savait qu'il était même extraordinaire au sens propre. Pour moi, c'est le match vraiment. Ça reste, pour moi, à titre personnel, le match le plus marquant de LeBron. En tout cas, celui qui m'a le plus marqué. Et c'est vraiment le match où je me suis dit, bon, bah, c'est pas juste un joueur hors norme, ça va devenir vraiment un des all-time, un joueur all-time, un joueur incroyable. Donc je rappelle un petit peu quand même le contexte. Donc dans cette série, les Cavs face aux Pistons, les Pistons qui ont le meilleur bilan de la saison régulière avec leur défense de fer. Détroit prend les deux premiers matchs. Cleveland revient pour prendre les deux suivants. Donc les deux équipes sont sont à égalité à deux partout. Le match est hyper serré et dans le quatrième quart-temps, LeBron prend les choses en main comme j'ai rarement vu des joueurs prendre les choses en main. On n'a jamais vu, Voilà, c'est ça. Donc même depuis. le match se termine en double prolongation, mais en gros, voilà, LeBron plante 29 des 30 derniers points de les Cavs, dont les 25 derniers, 11 sur 13 au tir. Les Pistons font tout ce qu'ils peuvent, simplement ils peuvent pas plus. Je pense que ça va être la seule fois où j'ai vu Tayshaun Prince dominer comme si c'était un fétu de paille, quoi. C'était quand même un des meilleurs défenseurs de la NBA du milieu des années 2000. Tayshaun Prince, incapable de pouvoir contenir LeBron. Derrière, les aides défensives n'arrivent pas Mais assez c'est vite, ça. peuvent Faut pas contenir le expliquer phénomène. C'est la qualité parce que vous imaginez bien que les Pistons à ce moment-là, ils se prennent pas 25 pions sans s'ajuster. Il faut voir la difficulté. Plus ça va des shoots de LeBron, mais c'est un clinique comme on dit, c'est-à-dire il est dans une zone incroyable. Match 7 des finales de conf contre Boston, je crois, il est pareil, il joue à Boston, il est inarrêtable. Mais ça me faisait penser à Jordan en 93, le match 6 qui gagne à Phoenix avec le shoot de Paxson. Je crois que Jordan met tous les points du quatrième quart-temps des Bulls, c'est-à-dire. Et puis tu sens que la, le pendant, c'est que l'équipe se repose sur lui, mais elle est tétanisée de peur, l'équipe autour, parce qu'elle se dit si moi j'en prends un et que je le rate, je casse un momentum pareil, un momentum, et bon, la performance, elle est juste folle, elle est juste folle, elle est inarrêtable. Et puis c'est beau de voir la réaction de la salle des Pistons, qui est à la parce que fois c'est à incrédule, Détroit. dégoûté, c'est à Détroit, et aussi qui se rend compte qu'elle vit quelque chose d'extraordinaire. Ouais, exactement. Et ce qui était intéressant, c'est que sur les deux premiers matchs, LeBron avait été pas mal décrié, notamment le Game 1, si je me trompe pas, où il finit simplement avec 10 points. Et tu sais, il y avait un petit peu à l'époque, ces choses qui étaient dites sur LeBron, comme quoi il était pas clutch, et il préférait faire la passe plutôt que prendre le tir, comme si c'était une erreur, tu sais, de faire la passe au mec tout seul plutôt que de forcer un tir contre trois défenseurs. Moi c'est des discours que je comprenais pas trop à l'époque, et le voir réagir comme ça,
sortir Détroit, qui est l'une des meilleures équipes de ces Ah années-là. oui, Ils ont enchaîné, je sais plus, 7 finales de conférence de suite ou quelque chose comme ça. C'était vraiment l'équipe dominatrice, du moins dans la conférence Est de l'époque. C'était vraiment, voilà, c'était impressionnant. Et ce que tu disais, c'est que malgré les ajustements des Pistons, c'était vraiment ce mélange, tu sais, de puissance, de vitesse et d'agilité qu'avait le LeBron du début, là. C'est vraiment un truc incroyable parce que sur ces attaques de cercle, la défense n'a pas le temps de réagir. Et en même temps, il oui. avait cette capacité à pouvoir s'arrêter à s'arrêter en une fraction de seconde pour monter au tir, même si le tir n'était pas encore vraiment sa spécialité. Le mid-range, c'était pas encore sa marque de fabrique, mais dans ce match-là, il en plante, il en met plusieurs, et il est juste injouable, quoi. Et tu sens que les Pistons sont brisés à ce moment-là. Derrière, voilà, Mm. Cleveland remporte le Game 6 sans trop de problèmes. Ils se font sweeper, certes, en finale NBA face aux Spurs de Tim Duncan et du Big Three, toute la clique. Mais c'est le moment. Enfin, je C'est me rappelle. anecdotique, quoi. Voilà, mais je me rappelle justement qu'à la fin de cette finale, même après le Game 4 des finales NBA, il y a une image où tu vois Tim Duncan qui croise LeBron dans le couloir, qu'il prend à part, qu'il prend par l'épaule et qui lui dit non mais t'inquiète, la ligue, enfin, Ouais, ton heure merci de va nous venir. avoir laissé celui-là, ouais, c'est ça. Voilà, ton heure va venir et puis ça ne s'est pas démenti. Oui, mais bon, ce gros connard de Tim Duncan qui lui remet bien à l'envers quelques années plus tard. Ah oui, Et mais qui a ça de faut lui bien, mettre faut deux bien. fois. Et qui a un lay-up de lui mettre deux fois à l'envers, hein. Ouais. Faut dire ce qui est. Bon, après, s'il gagne 2013, il gagne peut-être pas 2014, les Spurs, mais voilà. Moi, un autre turning point, moins marrant, enfin, moins marrant pour lui. euh, Game 7, il y a 2 ans, Ah, peut-être 2 ans. je sais, je sais, je sais, je sais. Vas-y, vas-y. Game 7 entre Philly et les Hawks. Ben Simmons doit aller au dunk, il y va pas. Il part pas au dunk. Et c'est la fin. C'est-à-dire la flamme Ben Simmons s'éteint. Alors on espère toujours qu'elle se rallume. Mais en tout cas, ce moment-là pour lui, alors on le moquait pour ses tirs à 3 points. Un, c'est la fin du process définitive au niveau de Philadelphie. Et deux, c'est la chute dans un puits sans fond de Ben Simmons qui, en plus de se faire moquer par tous les observateurs, nous compris, hein, on va pas se mentir, c'est enfin voilà, sa tête ne suit plus le reste et on sent parce que le dunk s'il y va pas, c'est Trae Young qui est en face de lui, hein, si je me trompe pas. Donc il Ouais, monte qui pas lui en sur Trae aide, ouais. Young, Ouais. il fait une passe normalement bonne, ça, mais on est sur un match 7. Il est à la cave parce qu'il met pas un point, je crois, en quatrième carton, en deuxième mi-temps même. Et voilà. Et la cave, là, elle est fermée à double tour. On y envoie les punaises de lit, on y envoie les cafards, et on lui dit, mec, on se revoit dans quelques années. Et c'est une catastrophe. Enfin, voilà, et on se rend compte, le pire, c'est qu'on sait tout de suite que ça règle le problème. C'est-à-dire qu'on va plus en entendre parler et que ça le brise. On le voit tout de suite, on le sent tout de suite. Il faut ajouter quand même que derrière, il y a un bon croc-en-jambe de Joel Embiid et une petite poussette dans le dos de Doc Rivers pour le faire passer sous le bus juste après le Oui. match. Ah oui, oui, non, non, mais on revient encore à Princess Sixers et à Trosse de Princesse avec Joel Embiid qui sait bien, tiens, tiens, c'est lui, c'est pas moi. Ouais, exactement. Mais effectivement, du coup, j'avais sorti les stats de ce match-là, effectivement. Donc, Ben Simmons finit à 5 points, à 2 sur 4 au tir. Finalement, le plus dramatique, c'est pas tant les 5 points, c'est qu'il ait pris que 4 tirs. 13 passes, 8 rebonds, très bien. Sur la série, il est à 33% en lancer franc. Sur la série, je crois que c'est dans le match 2 non, il y a un des matchs, peut-être le match 4, où il y a vraiment du hack à Ben Simmons, où il doit tirer 14 lancers francs et C'est il doit en fou. mettre 3 ou un truc comme ça. C'est une purge horrible. Moi j'aime beaucoup, franchement, le Ben Simmons de la grande époque. J'ai adoré ce joueur. J'ai peu compris pourquoi il était autant décrié. J'espère vraiment le voir rebondir avec Brooklyn. Mais c'est vrai que c'était assez dramatique. Et derrière, il y a eu une espèce d'acharnement un petit peu médiatique où tout le monde a quand même voulu faire penser que c'était uniquement la faute de Ben Simmons si les Sixers Bien n'étaient sûr, pas allés au bout. C'était quand bien même un sûr. peu plus complexe que ça. Ouais, ouais, mais ça, c'est la force. De Doc Rivers qui a dit que c'était la faute encore à Ben Simmons, tu vois. Mais Ouais. jamais c'est sa faute à lui. Mais c'est vrai que le pauvre gamin, il a pris très, très, très cher, ouais, à ce niveau-là. Ouais, moi j'en ai un autre aussi dans le côté ratage.
ou Turning Point. On en parle d'ailleurs dans le nouveau MOOC Reverse là, qui vient de paraître sur la loose. C'est les Pacers de la saison 2004-2005 avec la fameuse brawl, la fameuse Malice at the Palace. Malice at the Voilà, Palace. la baston à Détroit, parce que finalement, moi j'ai le sentiment que cet événement a vraiment plombé cette équipe des Pacers qui était à l'époque, j'avais le sentiment, était sur le point de réaliser son C'est maintenant. potentiel. Pour moi, c'était mes favoris pour aller en finale à l'Est. Euh, Match qui sont en train de gagner de 15 points. Ils font une démonstration face aux champions en titre. Ça part en vrille, vous connaissez, vous avez dû voir les images. Voilà, ça s'échauffe entre Ron Artest et Ben Wallace. Ron Artest qui, pour se calmer, va se poser sur la table de marque, il se prend une bière. Derrière, c'est le chaos total. Baston Très violent. ouais, d'une violence folle. C'est encore Baston avec les fans. impressionnant de voir ça aujourd'hui. Toujours, les images sont juste dingues. Et derrière, cette équipe des Pacers qui était faite pour aller au titre, elle se retrouve privée de Ron Artest pour toute la saison. Jermaine O'Neal, Stephen Jackson sont suspendus pour un sacré nombre de matchs. Et ça a complètement brisé l'élan de cette équipe. Je pense que ça les a vraiment stoppés net, d'autant qu'après, à son retour, Ron Artest avait plus trop la tête aux choses. Il lui fallait un changement de scène. Il a dû être échangé. Par la suite, des joueurs comme Jonathan Bender ont toujours été blessés. Jermaine O'Neal a enchaîné les pépins. Et finalement, cette équipe de Pacers, je pense qu'elle a vraiment raté sa fenêtre d'opportunité à ce moment-là. Ça a été, je pense, un vrai point break pour les Pacers, cette baston à Détroit. Et puis point break pour la Ligue aussi, parce qu'il y a eu beaucoup bon, les sanctions étaient complètement folles, hein, c'était les plus grosses sanctions. Il faut savoir que dans la tête des Pacers, c'était leur plus grosse fenêtre de tir, parce qu'ils avaient Ron Artest donc, qui était là, mais ils cherchaient de quoi l'aider en défense. Ils avaient pris Stephen Jackson, hein, ce qui était un choix génial, et c'est les deux qui rentrent dans la bagarre pour protéger leurs potes. Mais parce qu'il faut savoir ça. Alors, il y a un documentaire passionnant sur Netflix dans l'envers du sport là-dessus, qui est ultra bien fait, où on se rend compte de trois choses. Un, c'est la fin de la carrière de Reggie Miller qui s'achève là-dessus. Enfin, qui s'achève pas sur ce match-là, mais pour lui, il sait, parce que lui, il connaît bien le basket, il sait que c'est fini. La tristesse de Jermaine O'Neal, qui pour lui, c'est le vrai turning point dans sa carrière, parce que ça brise ses rêves. Et surtout, ce qui brise ces gars-là, c'est qu'on les traite de voyous. Alors que eux, on se rend compte que c'est un réflexe de survie de rentrer dans cette bagarre pour sauver leurs potes. Parce que Ron Artest, il est au milieu de gars ivres-morts, parce qu'il y a ça aussi, hein, dont on parle dans le documentaire. Les gars sont ultra sous. C'est très fascinant, vous irez dans certaines salles NBA ou dans les stades de foot US ou dans les stades de baseball, on ne se rend pas compte comme les gens sont sous dans les stades. Hein. Ils vont là-bas, pour eux, c'est leur soirée. Ils sont ivres-morts à la fin des matchs. Et là, donc, il y a un réel danger à ce niveau-là. Quand la sortie de Jermaine O'Neal, qui se fait protéger par les gars sur la tête et qui se prend, mais si les gars avaient eu des pavés, ils lui auraient jeté des pavés sur la gueule. Donc la violence est folle et tu vois dans les yeux de Jermaine O'Neal, ça a brisé quelque chose de se faire en plus traiter par les médias américains, évidemment. C'est des Noirs américains qui gagnent des millions, qui sont tatoués, de thug, hein, ce fameux mot que les Américains détestent, donc de voyous, de racailles. Ce documentaire est vachement bien fait, mais il apporte une émotion dont on n'a pas conscience au début. Nous, on voit juste une bagarre, mais ça va bien plus loin que ça. Non, c'est clair. Et tu disais tout à l'heure que les images sont toujours aussi folles. Moi, ce dont je me régale toujours, tu sais, c'est quand Ron Artest arrive monte dans les tribunes. Donc, on voit le gars qui a acheté la bière. Et juste derrière lui, il y a un mec qui pense être au premier rang, tu sais, au zoo. Tu vois, il est tout content. Il se dit, ah, c'est cool, je vais voir un truc fou. Sauf que Ron Artest pense que c'est lui qui a acheté la bière. Et à la dernière seconde, tu vois le regard du gars qui passe de l'excitation la plus totale à la réalisation que Ron Artest n'est pas en train de venir vers le mec qui est juste au rang en dessous, mais il est en train de venir vers lui. Ça doit être un délire de voir Ron Artest arriver vers toi, lancé. Tu m'étonnes. C'est ce moment c'est un peu le côté genre. À un moment, il y avait des mèmes ou des trucs sur NBA, sur Internet qui s'appelaient Life Comes at You Fast. Là, tu vois, c'est ça. Retournement de situation. D'un coup, tu as la pierre tombale du gars avec une petite musique, la musique de Titanic, tu sais. C'est ça, c'est exactement ça. Mais il y a une image encore plus folle, c'est Ron Artest qui donc redescend sur le terrain, et puis il faut voir dans quel état il redescend, parce que les mecs sont tellement bourrés qu'ils y vont à la bagarre. Hein. Tu vois, les types, les spectateurs, ils y vont. Et ils descendent sur le terrain, et il se retrouve face à un mec, un espèce de gros qui est là, descendu sur le terrain, et le mec se met comme ça. Ouais.
et va à la balle. Il se prend une patate, mon pote, il s'en prend une terrible, parce qu'on a vu ce que ça fait déjà un coup de coude de Ron Artest sur James Harden, où il l'a séché pendant 15 jours. Peut-être là où James Harden, il n'a plus les idées claires après. Mais les mecs, ils y vont à la bagarre. Ils vont pas pour rigoler, quoi. Mais en plus, tu sais, ce qui est encore plus problématique, c'est que tu sens aussi qu'il y a des mecs qui disent je vais me prendre une patate et je vais porter plainte et je vais aller chercher des millions de dollars Voilà, voilà, voilà. en Et les procédure. flics surtout, les Ouais. flics arrêtent tout de suite les joueurs, quoi. Mm. Et c'était ça qui est terrible. Le problème racial, c'est que c'est des flics blancs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les joueurs qui menottent à moitié et ils laissent le public partir. Personne ne se fait arrêter pratiquement dans le public. Ouais, Non, il non. aura fallu après étudier les images des vidéos pour retrouver Ouais, bien, c'est etc., limite, ce qui a été fait, mais dans un deuxième temps, quoi. c'est limite la prise du Capitole. Mm. C'est-à-dire, les mecs, personne ne les arrête et ils vont les rechercher au fur et à mesure après, quoi. C'est clair. Moi, j'ai un autre truc là-dessus. On revient sur Jordan, mais de manière plus large. On est en 92, la Dream Team est en train de se former et s'entraîne à Monaco. Et arrive ce que les observateurs ont appelé le plus grand match qui n'ait jamais eu lieu, c'est-à-dire une séance d'entraînement entre les joueurs de la Dream Team qui se font deux équipes. Et l'équipe de Jordan est menée. Magic commence à gentiment chambrer, etc. Enfin, gentiment, il suffit de chambrer un petit peu et l'autre devient fou. Et il raconte que l'autre commence à suer, tous les yeux, tout le monde se gousse. Et en fait, Jordan, qui a dit après coup que s'il était allé dans la Dream Team, c'était pour étudier les autres joueurs, etc. Mais c'était aussi pour leur dire, les gars, croyez pas une seconde que c'est chez vous ici, c'est chez moi. Donc, il a pris tous les meilleurs et il y a un espèce de statement là, de turning point pour tous les anciens. Et c'est la fameuse phrase There is a new sheriff in town que sort Jordan. Alors, certainement, tout ça a été augmenté, tu vois, la manière dont ça s'est passé. Mais où Bird, c'est ce qu'on appelle un passage de flambeau, mais pas auprès de Bird et de Magic, auprès de tout le monde, les Chris Mullin, les machins, qui se disent qui regardent ce match en se disant, et c'est Christian Leitner qui avait dit, mais qu'est-ce que je fous là, moi, au milieu de tout ça? C'est ce Alors, que... ouais, parce que les autres se demandaient aussi, donc ça tombe bien. Non, mais parce que Drexler veut casser la gueule à Jordan. Alors sur le terrain, en jeu, Barclay veut casser la gueule à Malone. Pippen, bon, se retrouve face à Larry Bird, mais quand même veut montrer que c'est sa ligue à lui. Tout le monde veut montrer qu'il est le meilleur, sauf que l'autre, il est au-dessus. Et toute la ligue se rend compte que le patron, ben voilà, on sait où il est, quoi. Ouais, ce qui est marrant aussi, parce que tu sais, avec le temps, on garde de Magic son sourire, on le voit en interview toujours, tu sais, il est très bonne patte quelque part à toujours faire mousser les autres, etc. Mais c'est aussi vraiment un peu une façade, parce qu'en fait, c'est aussi l'un des compétiteurs les plus tarés que la NBA ait connu. Et ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, il n'était pas encore prêt à lui lâcher son statut ou son... Dans sa tête, c'était toujours lui le meilleur, en fait, tu vois. Mhm. Et lui aussi, en fait, il voulait montrer qu'il était le meilleur. Et ce qui est marrant au sujet de ce match, c'est les phrases, enfin, les commentaires de Larry Bird, qui lui avait déjà pris la mesure du truc et qui, en gros, disait à Magic, non, mais Laisse tomber. c'est bon, c'est lui maintenant. Nous c'est passé maintenant. Et tu vois, bon, ça, c'est en prenant de l'âge, tu sais, maintenant, ça me fait un petit peu mal parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que Larry Bird, c'était un fossile, quoi. Tu sais, il était allongé sur le bord du terrain. Le mec, il doit avoir quoi, 33 ans, un truc comme ça, il était pas vieux du tout. Mais il pouvait même plus s'asseoir. Il pouvait plus s'asseoir, mais ce que je veux dire, c'est que pour eux, c'était déjà la fin de carrière, quoi qu'il arrive. Et c'était déjà plus leur prime. Et puis, alors que l'autre était en train de... Pardon, c'était juste la pointe émergée de l'iceberg qu'on allait découvrir, quoi. C'est vrai. Allez, moi j'en ai un autre, Turning Point. Tony Parker, saison rookie. La surprise générale quand même, il s'incruste dans le 5 majeur des Spurs très tôt dans la saison. Antonio Daniels est prié de rejoindre le banc alors que c'était le meilleur pote de Tim Duncan dans l'équipe, ce qui explique peut-être pourquoi aujourd'hui encore Tony Parker dit que Tim Duncan lui a pas adressé la parole de toute la première saison, de toute sa saison rookie. Mais pour moi le turning point, c'est pas tant le moment où il devient titulaire, c'est en playoff face aux Sonics de Gary Payton. Ouais. Et c'est là que je pense que la NBA s'est rendu compte, et le monde s'est rendu compte que c'était pas simplement un petit Frenchie qui avait été lancé dans le bain rapidement, c'est qu'il place des moves sur Gary Payton, qui était encore à l'époque l'un des meilleurs défenseurs sur les postes extérieurs de toute la ligue, et Gary Payton est juste
pas en mesure de rivaliser avec la vitesse de pied de Tony Parker. Il y a ce move qui a fait le tour enfin, qui à l'époque avait fait le tour du monde où il fait sauter Gary Payton, il l'efface complètement pour aller finir par un petit lay-up. Et là, on se rend compte, voilà, c'est playoff, pas playoff. Le mec a un mental de fer Ah ouais, c'est ça. incroyable. Et c'est pas juste, tu sais, une attraction ou c'est un vrai potentiel incroyable qui est en train de montrer le bout de son nez, quoi. C'est sûr que ça a allumé là aussi, lui en tout cas. Bon, alors je pense pas que c'est ça qui lui a donné confiance, parce que la confiance, il l'avait largement, hein. Mais vis-à-vis peut-être de ses coéquipiers, de son coach peut-être. Mais et encore une fois, c'est pas là que Pop se rend compte, j'en suis persuadé, de la valeur de Tony Parker. Mais c'est vrai que c'est aux yeux du monde entier de voir ce gamin qui est tout petit, dans un maillot 3 fois trop grand. C'était ces maillots-là Ouais. vraiment très très larges, et qui fait danser Gary Payton. Il y a pas d'autre mot. Il lui met, mais alors il le met. Enfin, je pense que Gary Payton, 9 mois après, enfin 2 mois après, a passé une échographie avec des triplés, quoi. C'était c'était- c'était ça. Ça a dû être. C'est le Enfin médecin voilà. qui lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 8-9 mois, là, vous avez une fracture de la cheville, vous étiez au courant ou pas? Ouais, c'est ça. Le docteur, j'ai des nausées depuis 2 semaines. Je sais pas ce que j'ai. Je dors beaucoup. Je dors mal. J'ai mes cheveux qui sont un peu moins bien. Bon. Euh, des turning points dans les drafts, il y en a beaucoup. Il y a celle de Yao Ming, par exemple, qui est le premier, non, alors premier chinois, premier joueur étranger qui n'a pas de cursus US, qui est drafté en première position. Il y a, alors beaucoup plus récemment, pour moi, un vrai turning point, c'est la loterie de cette année, parce que quel bordel si Victor était allé aux Hornets, quoi. Pouah, l'enfer, le pauvre. Je Quoi, ça se joue confirme. à pas grand-chose. Il se serait retrouvé dans ce marasme avec ces espèces de faux gangsters qui sont là. Bon, un beau bordel. Euh, et dans les drafts, il y en a une. Alors, on en parle dans le MOOC sur Boston, dans le MOOC 12. En 1985, 86, je crois, les Celtics ont la chance de choisir très très haut suite à un échange qu'ils avaient fait, je crois, avec Seattle. À l'époque, ils draftent un phénomène, ils draftent Len Bias, qui est à ce moment-là, au moment de la draft, le fit le plus parfait pour les Celtics. C'est-à-dire que ce joueur, qui est une bombe athlétique, un monstre athlétique, un monstre de travail également, va leur assurer une dynastie. McHale et Parrish et Larry Bird commencent à décliner un petit peu physiquement et ont besoin de se reposer de temps en temps, et il leur arrive un genre Zion avant l'heure, c'est-à-dire et un type ultra adroit avec un jump shot soyeux, enfin un joueur ultime, vraiment un joueur générationnel, hein, on l'a dit. Mais il est drafté, il vit le rêve de sa vie, un gamin adorable, il rentre fêter ça chez lui dans sa famille, et puis il y a ses potes qui viennent le chercher, il y en a un dedans qui est pas très net dans ses potes, et il fait une overdose de cocaïne dans la nuit qui suit la draft, ou le lendemain de la draft. Et voilà, c'est un turning point dans l'histoire des Celtics, et également dans l'histoire de la ligue, puisque de grosses investigations concernant la drogue et de sensibilisation auprès des jeunes concernant la drogue seront prises également. Mais surtout, ça aurait pu, voilà, modifier l'histoire, en tout cas des Celtics là-dessus. Et Len Bias reste dans l'imaginaire des gens un joueur des Celtics, alors qu'il n'en a jamais porté le maillot. Mais non, mais t'as raison de le noter. C'était intéressant quand on a fait le MOOC 12 dont tu parlais là, sur Boston. Tu parles à des gens de Boston, tu leur demandes c'est quoi le plus grand, comment dire, le plus grand regret que vous ayez par rapport aux Celtics, ou la chose qui vous a négatif, qui vous a le plus marqué. Tout de suite, ils te parlent de Len Bias, alors que ça s'est passé il y a bientôt, il y a bientôt 40 ans. Je me rappelle de Bob Ryan, le journaliste historique du Globe, là, qui me racontait avec de l'émotion dans la voix le jour où il a appris la mort de Len Bias. Il venait de faire une interview avec lui la veille à la radio. Même des gens plus jeunes comme Dart Adams, qu'on avait aussi dans ce MOOC, qui te disent voilà, c'est le moment où tout a basculé, que ça a mis une espèce de chape de plomb sur la ville, Mm. et dont Boston a eu du mal a eu du mal à sortir avant de maintenant de connaître à la fois le renouveau avec le Big Three
KG, Ray Allen et Paul Pierce, et puis maintenant avec Jason Tatum et compagnie. Mais c'est vraiment ce que tu disais, Pierre, ce joueur devait permettre à Larry Bird, au Big On Three de bascule. Larry Bird, voilà, McHale et Parrish, de prendre un peu de recul, mais à l'équipe de rester compétitive, d'autant qu'il y avait Reggie Lewis aussi qui était dans l'équipe, joueur fantastique qui lui aussi malheureusement est mort par la suite d'un arrêt cardiaque, et ces deux joueurs-là devaient permettre à Boston d'assurer la continuité finalement, tu vois, qu'on leur passe le flambeau, qu'on leur donne les clés au fur et à mesure. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça marque un coup d'arrêt terrible pour Boston et pour les Celtics. Non, mais c'est surtout une équipe qui était plus que compétitive. C'était celle qui encore se partageait Ouais. et qui sort qui est championne, je crois, en plus cet été-là. Championne avec peut-être l'une, si ce n'est la meilleure équipe des Celtics de tous les temps. L'équipe de 86 est souvent nommée, alors avec d'autres effectifs de l'époque de Bill Russell, bien sûr, mais comme étant l'une des meilleures teams de tous les temps, quoi. Alors, pour vous mettre un petit peu en- en perspective, imaginez les Warriors de 2018 qui ont un choix de draft et qui draftent soit Anthony Davis, soit Zion Williamson. C'est ça, en fait, parce qu'en plus, c'était pile le joueur qui leur manquait pour être une force de frappe physique, parce que, aussi, il ne faut pas oublier un truc, 86, il y a des gars du côté du Michigan qui commencent à rentrer dans l'art du côté des Pistons, et tout le monde se prépare physiquement à la bagarre des Pistons. Les Bulls, etc. aussi commencent à avoir une équipe plus physique. Les Knicks également à monter des rosters plus physiques. La NBA devient plus physique. Et ce type-là, qui est une force de la nature, voilà, leur aurait permis ce truc-là. Ouais, carrément. Allez, moi j'en ai un autre, alors, un peu plus sur un autre mode, c'est Kobe dans sa saison rookie, premier playoff, série face à Utah. Shaquille O'Neal qui prend 5 fautes ou 6 fautes qui doit sortir, les ballons qui viennent vers Kobe et Kobe qui balance des airballs. Il en balance un, il en balance plusieurs. Balance 4. Derrière, pardon? On balance 4. Voilà, exactement. Derrière, les Lakers se font sortir, un été un peu long, et puis bah voilà, on se dit, ce joueur, toute la hype, 18 ans, il n'a pas fait la fac, est-ce qu'il va pouvoir se relever? Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que le mec, c'est un taré, il s'enferme dans la salle tout l'été, il redevient encore plus fort la saison d'après, et alors, je ne sais pas si c'est un turning point pour Kobe, en fait, parce que je pense qu'il avait déjà ça en lui, que même sans les airballs, de toute façon, il se serait enfermé à la salle pour bosser son jeu comme un taré, mais par contre, dans l'esprit du public, du commun du mortel, dès le début de la saison d'après, c'était oublié en fait, ces airballs. Alors que normalement, c'est un truc que tu vas traîner un bon moment où on va se dire, ouais, est-ce qu'il a vraiment le mental? Rappelez-vous, les airballs et tout. En fait, dès le début de l'année d'après, plus personne mentionne ces airballs, ou derrière, on s'en sert justement pour dire, regardez, un mec de 19 piges qui balance des airballs et l'année d'après, il revient encore plus fort. C'est vraiment un phénomène. Donc voilà, c'est plus dans la perception que les gens ont eu de Kobe que pour Kobe lui-même, mais je pense que ça a été aussi un point break, ces fameux airballs face à Utah. Alors moi, de dire que ce mec-là, on s'est rendu compte que c'était un taré parce qu'en plus il s'est mis il s'est enfermé dans une salle avant, c'est une chose. Mais on s'est rendu compte que c'était un taré déjà parce qu'au bout du deuxième, arrête. Il lui dit, il continue, il en prend un troisième, il retourne, il prend un quatrième. Et quand tu le vois qui prend le quatrième, il n'est pas du tout genre ma faute et tout, mais qui Mm. revient en défense, donne-moi la balle, et il prend encore la balle. C'est là que tu te rendais compte que c'était un cinglé. Moi, Kobe, évidemment, turning point, c'était ce putain d'hélicoptère qui reste un turning point parce que ça l'est dans une année à nul autre pareil, qui commence avec le décès de Kobe, juste avant un All-Star Game qui a eu une émotion incroyable, une cérémonie folle, et est-ce que les Lakers sont champions si Kobe ne part pas? Puisque ça allume en eux une envie de remporter le titre, et c'était écrit. J'aimerais savoir combien de gens vraiment, quand on arrive dans la bulle et qu'on arrive en finale, à la finale contre Miami, quand ils arrivent pour le match 5 avec le maillot Mamba et tout, mais qui est pour Miami? L'histoire, elle est trop belle. L'histoire, nous, alors oui, toi, parce que t'es un relou et parce qu'à chaque fois qu'on dit Jimmy, tu mets fucking Butler derrière. Donc Voilà, je la connais c'est ça, ton j'avoue. histoire. Non, 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 mais est-ce que franchement, l'année de la mort de Kobe, les Lakers champions, Miami aurait été champion, même eux auraient été désolés. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire, elle est trop belle pour le fait de gagner pour Kobe, tu vois. C'était dingue. Voilà, c'était mon truc de Kobe là-dessus. Autre turning point, la même année, turning point malheureux, à mon sens, euh, Rudy Gobert qui touche le micro. Ah,
Ouais. Et mine de rien, cette histoire de Rudy Gobert qui se fout de la gueule des journalistes, qui paniquent sur le Covid, qu'il ait le Covid derrière, mais genre 4 Et jours après, que ce soit le premier joueur NBA. premier joueur NBA qui a le Covid, on ferme la ligue. Donc dans la tête des Quinry, c'est la faute du Français qui a machin. Donovan Mitchell qui en met des caisses derrière en disant machin bille, parce qu'on n'a jamais su si c'était finalement lui, si ça venait de lui. C'est peut-être un autre gars qui lui a filé. Mais dans la tête des gens, ça. Et Rudy, il galère encore pour se rattacher une image de gagnant, de grand joueur. Depuis ce moment-là, il y a eu une autre erreur de com gigantesque, c'est quand il a pleuré parce qu'il n'avait pas eu, parce qu'aux États-Unis, on ne pleure pas parce qu'on n'est pas sélectionné aux États-Unis, au All-Star Game. Mais cette image-là, malheureusement, ça a été comme disait Georges Eddy quand il commentait la NFL, c'est le dernier, c'était presque un clou dans son cercueil, quoi. C'est-à-dire le mec s'enterrait tout seul. Il y est pour rien, en plus. Putain, et en plus, personne s'est dit, waouh, merde, Rudy Gobert, il a le Covid, le pauvre. À l'époque, on ne savait pas, c'est grave, c'est pas grave, tu vois. Non, non, c'était tout sa faute. Non, c'est vrai que c'est dur et ouais, c'est dur pour Rudy, mais t'as C'est raison de dur pour noter que Rudy. c'est, je pense, le moment où voilà, la perception notamment du public américain a changé à son égard. Les larmes, honnêtement, moi, enfin, c'est pas une erreur de com, tu vois, pour moi, les larmes. Parce qu'en fait, nous, on est tout le temps là. Aujourd'hui, on s'en rend compte, à l'époque d'Internet, c'est une erreur de com parce qu'il sait très bien que les mèmes vont arriver, que Oui, mais c'est voilà. pas quelque chose que tu. C'est l'absurdité, en fait, C'est un des gars, fans de c'est sport, un tu vois. mec, mais voilà, On, c'est un voilà. homme, il est déçu et il pleure parce que c'est le rêve de sa vie, c'est un gamin qui joue au basket. Exactement, parce qu'on est là à râler sur se dire ouais, mais on n'a pas accès, on voit pas vraiment les joueurs tels qu'ils sont vraiment. C'est tout le temps des opérations de com. Tu vois, un mec comme LeBron où finalement, bon, bah, la communication elle est tellement verrouillée, t'as l'impression que c'est un film ou une série Netflix, le bazar. Tu vois, il y a rien qui est laissé au hasard. Moi, je suis toujours touché en fait par les personnages ou les personnes qui te montrent qui laissent transparaître qui ils sont vraiment. C'est pour ça que voilà, ça je trouve c'est un peu absurde. Après l'autre élément qui a aussi pas joué, en fait il y a deux autres éléments qui n'ont pas joué en faveur de Rudy. D'une part c'est son contrat énorme, mais ça tous les joueurs vont chercher le plus gros contrat, donc c'est pas de Et sa il a pas faute. volé, il a pas volé. Exactement. Le Vraiment. trade et tout ce que les Wolves ont donné pour l'avoir, mais ça non plus, il est pas responsable de ça en fait. C'est un GM, enfin c'est une histoire de GM. Effectivement, derrière tu dis c'est incroyable d'avoir lâché autant d'assets pour que ce soit pour Rudy Gobert, pour n'importe quelle star en fait. C'est impensable de lâcher autant de choses, mais ça il en est pas responsable non plus. La chose dont il est responsable malgré tout, c'est l'accroche sur le banc où il met un coup de poing à c'est fou, le nom de son Personne. ouais, merci. Exactement. Ça aussi, ça a rajouté une couche en fait. Et je pense que tous ces éléments mis bout à bout font que Ouais, bien finalement sûr. Rudy Gobert a plutôt mauvaise presse, j'ai l'impression, aux États-Unis, ou du moins ses accomplissements sont toujours un petit peu pris avec des pincettes. Tu vois, le mec, il a été multiple meilleur défenseur de l'année. La défense d'Utah et les performances d'Utah quand il y était, elles sont en grande partie dues à ses performances. Et pourtant, tu vois, je trouve qu'il est toujours un petit peu sous-coté où on prend ses perfs avec des pincettes. Mais tu as raison de noter que je pense que ça vient de là, effectivement. Le péché originel, entre guillemets, c'est certainement cette histoire. Après, il pleure, il a le droit d'être déçu, hein. Moi, je pleure toutes les semaines parce que je vois que je suis pas invité au CQFR et Faut se dans le lever tôt, podcast. monsieur, pour ça. Même Moop Deep, il m'invite pas. Enfin bon, vraiment, je suis dégoûté, quoi. C'est une, c'est une injustice. Un rêve qui s'effondre. Est-ce que tu as autre chose, Théo? Moi, j'en ai plein encore des petits, mais rapido. Mais vas-y, dis-moi. Alors, vas-y. Moi, non, moi, c'était les principaux. Après, j'en ai de manière sur des aspects plus culturels, Ouais, mais si voilà. t'en as d'autres sur le basket, Alors, rapidement, sur le Ouais. basket, j'en ai deux, trois autres. Le shoot de Steph contre OKC, où il prend ce Ah shoot oui. du milieu du terrain qui n'a aucun sens parce qu'il lui reste du temps, ils prennent pas de time-out, mais il est tellement dans une zone qu'il prend le shoot. Et donc, ça, c'est le fait de dire on sait que Steph va être MVP unanime à ce moment-là, c'est-à-dire, c'était dans la tête des gens qui pensaient encore que c'était un gars fragile, qui n'était pas spécialiste forcément du basket ou observateur. Je pense que c'est ça. Et pour moi, la meilleure réaction, c'est Enes Kanter sur le bord du terrain pour OKC. Le ballon part, quitte les mains de Curry au milieu de terrain et l'autre fait. Alors que c'est un shoot de merde, c'est un peu comme le Mm. shoot de Lillard. Il n'a pas à prendre ce shoot-là et l'autre sait que c'est mort. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait le fameux walkout des Pistons en 91 qui sortent du terrain à 4-0 et Ah qui ne oui. saluent pas les Bulls. Et ça met un petit peu encore, là, on parlait de clou dans le cercueil, là, ça verrouille la porte à Asia Thomas
dans sa perception auprès du grand public, et sûrement ça lui ferme la porte de la Dream Team, hein, de manière définitive, parce qu'ils partent comme des petits cons là, sans saluer. Il n'y a que John Saleh qui salue, et comme par hasard, il finit aux Bulls 3 ans après. Et puis, un que j'aurais aimé développer, mais peut-être on en parlera, pour moi, c'est le 4 février 2012. Les Knicks sont à la cave. Ils sont encore menés de 12 points contre New Jersey en début de premier quart-temps. C'est une cata. Et Jeremy Lin rentre sur le terrain. Et pour moi, c'est les plus. J'ai pas de plus beau souvenir de basket depuis 2012 que les 10 jours. Enfin, ça a même duré plus longtemps que cette folie, parce qu'on s'est tous, à un moment donné, identifiés à Jeremy Lin, le gars qui joue pas, qui va se faire couper, qui va finir sûrement on ne sait pas où, qui vient, et l'histoire elle est trop belle. Voilà. L'apothéose, c'est le match contre les Lakers, Ouais. mais ce premier match contre New Jersey, en plus dans le derby, c'est génial. Carrément, bah ouais, la Linsanity, ça reste un phénomène qu'on on n'a pas connu de folie de ce type depuis, hein. C'est fou On comme verra avec Victor. Faudrait voir si voilà. Victor fait une série de matchs. Je pense que, enfin, je dis pas ça parce qu'il est français, mais par la hype et le buzz qui est autour de lui, il est certainement à même de générer le même genre de choses. Mais là, c'était tellement surprenant et personne l'avait vu venir, quoi. Alors culturellement, de quoi tu voulais nous parler, Théo, pour les turning points? Ben moi, j'en avais un sur un rappeur indépendant de Détroit qui peine à percer, qui enchaîne les projets dans l'ombre sans que ça marche, qui est quand même en discussion avec des labels rap importants mais indépendants, genre Dogdown, le label de Black Moon, Raucus, label indépendant du début des années 2000. Et finalement, il signe avec un mec qui s'appelle Dr. Dre. Donc je parle d'Eminem bien entendu, et ça voilà, c'est les prémices de peut-être l'une des plus grosses stars du rap de tous les temps, des ventes de disques records. Mais c'est vrai que c'était, je pense, totalement inattendu parce que bah, Eminem, au-delà, alors je rentre même pas dans le enfin, je parle même pas du fait que ce soit un rappeur blanc, c'est même pas tant ça. C'était que pour moi, il était pas du tout il n'avait pas le prototype de la superstar en fait. C'était plus tu vois, la musique qui sortait, c'était plus à même de devenir une espèce d'icône du rap underground parce qu'il était hyper fort techniquement, des punchlines dans tous les sens, mais rien ne le prédestinait à une carrière telle que celle qu'il a faite. Et voilà, Dr. Dre avec son oreille aiguisée, le fait de se dire, attends, c'est marrant quand même de prendre le mec qui a fait NWA, qui produit un rappeur blanc de Détroit, ça peut avoir du potentiel. Et derrière, voilà, ça donne ça donne ce que ça a donné. Ben forcément, turning point pour Eminem, turning point pour Dr. Dre aussi, donc ça relance Sûr. complètement la carrière, parce qu'il sortait d'un album solo, son premier album solo sur Aftermath qui n'avait pas marché, qui n'était pas top, vraiment avec des invités un peu en dessous. On sentait aussi qu'artistiquement il se cherchait, tu vois, après les époques G-Funk, il n'avait pas encore trouvé son son, et le fait de repartir avec Eminem, ça le relance complètement, et puis derrière, voilà, Eminem, l'album Chronique 2001, et puis c'est la deuxième carrière de Dr. Dre qui se lance. Ah oui, ça c'est sûr que ça a été un turning point pour les deux. De la même manière, tu vois, comme quoi on est bien connectés, toi et moi, un producteur qui change la carrière d'artistes, ou qui change leur direction en tout cas. Il y a un album qui pour les chanteuses de black music américaine est très important, c'est le Miss Education of Lauryn Hill, qui est nommé pour de nombreuses récompenses, etc., et qui donne confiance à énormément d'artistes qui arrivent, qu'elles soient. Lauryn Hill, encore aujourd'hui, c'est une icône pour beaucoup de chanteuses nord-américaines, pour Alicia Keys, pour Beyoncé, pour beaucoup de monde. Et puis, il y a une jeune fille qui est déjà une star du R&B, mais qui est dans un R&B très conventionnel, mais qui sent qu'elle elle est justement sur un point de rupture, puisqu'il y a d'autres groupes qui arrivent. C'est Alia. Alia, qui est déjà une icône à ce niveau-là sur ses deux premiers albums, et qui aimerait prendre une autre direction artistique, et qui fait appel à Timbaland sur ce fameux album éponyme, Alia, cet album rouge. Et la musique électronique et d'autres sonorités rentrent dans le R&B de manière beaucoup plus pointue. Par exemple, We Need a Revolution, ce morceau d'Alia qui aujourd'hui encore qui avait 15 ans d'avance et qui a encore de l'avance. Et puis Timbaland derrière, il prend Justin Timberlake avec lui, et il fait pour moi un album
phare, c'est ce Future Love Sex Song, Love Sound, qui est pour moi un album incroyable de R&B de Justin Timberlake, avec justement Timbaland aussi, qui a eu le vent en poupe. Alors ça a duré qu'un seul petit moment, mais Timbaland était, rappelle-toi à ce moment-là, le producteur que tout le monde s'arrachait et Ah bah le, oui. le changeur de carrière absolu, quoi. Oui, mais il était sur les albums de Missy Elliott, sur les albums de Jay-Z, Ah oui, enfin, oui. c'était le go-to Il guy fallait avoir le pour tous les son, ouais, hits. ouais. Mm. Il fallait avoir le son Timbaland. Autre chose en culture, peut-être, sûrement. Ouais, j'en ai. Allez, un dernier pour la route. Alors, personnage, musicien controversé, c'est toujours dur un petit peu de différencier l'artiste enfin, la personne de son art. Mais je vais parler de Kanye West. Voilà, je vais parler même du clip. En fait, c'est d'un clip, c'est le clip de Through the Wire. Voilà, pour remettre en fait un petit peu en contexte, début des années 2000, Kanye West commence à avoir des prods un peu partout sur des albums qui cartonnent, que ça soit Jay-Z, que ça soit des mecs de Dipset, que ça soit Benny Siegel. Mais le truc, c'est que lui, il se présente à tout le monde comme un rappeur, mais personne veut l'écouter. En gros, il casse les pieds à tout le monde, que ça soit une serveuse dans un restaurant ou un dirigeant de label, il est tout le temps prêt à se mettre à rapper pour montrer que c'est lui le meilleur et qu'il veut être un rappeur et pas juste un producteur. Mais personne croit trop en lui, y compris au sein de Roc-A-Fella, le label auquel il est affilié, qui traîne un petit peu des pieds pour lui faire signer comment dire, son contrat pour devenir son contrat pour qu'il puisse sortir son premier album. Et finalement, il décide de financer lui-même la vidéo de Through the Wire, morceau qui reprend un sample de Chaka Khan et qui est particulièrement bien vu parce qu'en fait, il sort d'un accident de la route assez dramatique qui aurait pu lui coûter la vie et qui fait qu'il a la mâchoire complètement, comment on peut dire, Disloqué. disloqué, et voilà, et du coup qui a été fixé en fait. Voilà, il peut plus vraiment bouger la bouche pour le temps que Il sa avait mâchoire se. il avait des agrafes partout. Voilà, exactement. Et du coup, Through the Wire, donc à travers les barres quelque part, il y a un double sens qui est cool. Et en fait, le clip est vraiment super, hyper réussi. Le morceau cartonne et en fait ça force la main complètement de Roc-A-Fella et notamment de Damon Dash, comment dire, l'acolyte de Jay-Z, le copropriétaire du label, qui se dit bon, finalement il y a vraiment un buzz, on va laisser sortir son album, au pire si ses raps sont nuls, on mettra d'autres rappeurs dessus à sa place. Et en fait c'est ça qui a forcé la main comme du label et qui a permis à Kanye de sortir son premier album, College Dropout, qui a été un carton monumental. Personne s'attendait à ce que ça marche aussi bien, personne s'attendait à ce que l'album soit aussi fort, et derrière ça a lancé complètement sa carrière. Donc pour moi c'était le turning point, c'est ça, c'est le fait que fatigué d'attendre que le label le soutienne comme il l'entende, bah, il sort de sa poche lui-même l'argent pour réaliser le clip, et derrière ça lance complètement sa carrière. Il y en a eu des turning points hein, dans la Oui, carrière quand il monte sur scène pour dire à Taylor Swift, c'est pas toi qui aurais dû l'avoir, c'est Beyoncé devant tout le monde en prenant le micro, en lui arrachant le micro. oui, il y en a eu des Celui-là était négatifs pas aussi. mal. Il a souvent été le tonton gênant dans un mariage qui fait alors, petit bonhomme, c'est ta nuit ce soir avec la mariée, tu vois, un truc comme ça. Exactement ça. Le mec bourré. Euh, Moi, des turning points dans la musique, j'en avais d'autres, mais on en reparlera parce qu'on est toujours quand même à la frontière du game changer hein, dans la musique. Mm. Par exemple, moi, je pensais au Homework de Daft Punk, mais c'était un vrai game changer dans la musique électronique française. Ouais. C'est un turning point pour Daft Punk, mais ça change tout. Le Sign of the Time de Prince, le fait de faire un double album fleuve comme ça change la perception de plein de gens aussi par la suite et de se dire, moi aussi, je vais le faire. Moi, je vais passer maintenant tu sais, sur les sneakers, ça m'intéresse toujours. Euh, il y a un turning point, c'est bon, on revient toujours à Michael Jordan, mais un premier, c'est quand il prend sa retraite en 1994, ça marche pas trop, la Jordan 10, la Jordan 9, 10, ça marche pas parce qu'il la porte pas. Donc Nike se dit, bah, on va rééditer les anciens modèles et il redémarre donc en 94, en 95 à ressortir la Jordan 1 et Kina, mais personne n'en voulait quoi. C'est-à-dire que moi je me rappelle d'avoir vu ça dans des citadiums sur les grands boulevards là-bas quand il y avait un grand citadium, rappelle-toi à Paris, où la chaussure elle était soldée à moins 50, moins 60%. Une Jordan 1 Chicago qui aujourd'hui marchait bien. Pareil les Jordan 3 avec le Nike Air derrière. On n'avait pas encore le truc parce qu'il revient aux affaires après, du coup, ouais, on n'a pas pris la mesure de la chose. Et après, en 2015, il y a un autre turning point dans l'industrie de la sneaker, c'est la collab entre Off-White
et Jordan justement autour d'une Jordan 1 parce que ça correspond pratiquement au lancement de l'application Sneaker sur Nike. Tu sais, cette application qui pourrait être dans le MOOC 13 puisque elle crée une génération de losers absolument ultime puisque tous les samedis, tout le monde prend son L pleine foire pour avoir une putain de paire de chaussures qu'on aimerait avoir. Donc voilà, ça a été un turning point, en tout cas dans la culture sneaker, le fait de ces collabs qui prennent de la valeur et de faire de la sneaker un outil de spéculation et non plus un outil de plaisir. Dans le cinéma, dans la télé, tout ça, tu as des turning points? Bah, il y en a plein, mais c'est vrai que par manque de temps, je me dis que je vais peut-être les garder pour une prochaine fois, mais Moi, j'en ai un alors vas-y, je qui est un t'écoute. turning point à la fois pour un gars et pour la ligue. C'est quand Shaq dit tiens, je vais faire un bêtisier toutes les semaines. Ah, le Euh, Shakti Fool. Shakti Full, c'est quand même un petit point, pas de rupture, mais un petit turning point parce que du coup, les choses sont moins prises au sérieux. Il y a toujours des animations marrantes. Les joueurs, quand ils font une connerie, ils savent qu'ils vont être là-dedans, donc ça leur permet de prendre du recul. Tout de suite là-dessus, ils en rigolent eux-mêmes. Et ça a créé autour de Shaq, qui n'en avait pas forcément besoin, mais encore plus ce côté personnage grande gueule, drôle et qui sait se moquer de lui-même et qui sait se moquer des autres aussi et qui permet à beaucoup de gros melons de dégonfler à certains moments. Donc voilà. Après, il y en a plein en effet, mais on se les gardera pour plus tard. Il y aura de quoi Ouais, faire d'autres épisodes. cool. On passe à nos coups de cœur? Avec plaisir, ouais. Alors vas-y, je commence. Vas-y, vas-y. Allez, je vais partir avec. Donc, c'est le nouveau numéro de Wax Poetics. Magnifique. Alors, voilà, avec Biggie, photo iconique en cover. La paire de Timberland, elle est Ah bah incroyable. oui, classique. Palacé, Brooklyn, ouais, assorti au reste. Bon, avec le pull à la Bill Cosby, très classique. Voilà, alors Wax Poetics, si vous connaissez pas, voilà, c'est une revue américaine de musique qui existe depuis pas loin de une bonne quinzaine d'années maintenant, voire un petit peu ils ont plus. changé le format. Ils ont changé le format à plusieurs reprises, ouais, ouais, à plusieurs reprises. Euh, pour moi, c'est une bible. Vraiment, je vous le Ouais, cache pas, il m'en manque pas beaucoup. C'est vraiment des interviews, des articles pointus sur la musique noire américaine au sens très large. Euh, C'était aussi une source d'inspiration pour Rivers sur la version MOOC. Quand bien sûr. on a décidé de changer, de basculer un petit peu, on regardait un Pour petit la peu ce qui se maquette. Ouais. faisait pour la maquette. Et puis même sur le côté un petit peu se dire, bon bah voilà, finalement, euh, nous on parle à des Global. spécialistes ou des passionnés. Donc c'est à eux qu'on parle, donc il faut qu'on aille au fond des choses, il faut qu'on leur en donne plus. Peu importe, finalement, on ne cherche pas à choper le newbie, entre guillemets, et je dis pas ça de manière insultante, mais tu vois, on veut parler vraiment à des spécialistes, donc allons au bout des choses. Et moi, voilà, Wax Poetics, c'est une source d'information incroyable. C'est vraiment le genre de revue, tu sais, je regarde, je sais même pas qui est l'artiste dont il parle. Il va y avoir un artiste, un article de 12 pages sur un mec des années 70. Je connais pas le mec, je connais pas Ah ouais, c'est ça. le label ni rien. Mais tu lis, tu découvres des histoires, et puis derrière, tu dis, bon, bah maintenant, je vais aller écouter ce que c'est. Et voilà, pour moi, c'est une source de connaissances et d'inspiration énorme. J'adore ce qu'ils font. Donc voilà, je vous encourage à aller voir sur leur site. Wax Poetics, c'est vraiment. Ils en sortent, je pense, deux par an maintenant dans leur nouveau format. Oui, c'est ça. Mais Voilà, c'est toujours excellent, quoi. c'est beaucoup plus fourni qu'avant. Je mets au Ouais, défi quiconque pourrait me dire qui prend un wax poétique et qui me dit, je connais, je connais, je ouais, connais. c'est clair. C'est impossible de ne pas apprendre quelque chose dans wax poétique. Alors c'est certes, on va pas se mentir, c'est élitiste, hein, parce que, mais il y a ça reste, il s'adresse à des spécialistes, mais il y a toujours une recontextualisation qui est intéressante. Ouais, Moi, j'avais une exactement. chance d'aller dans leurs locaux Ah oui? à Dumbo. Ouais. D'ailleurs, je vous le dis, chers amis auditeurs, j'ai dit à Théodore ici, là, hein, Théodore du Rohan, qu'un jour, Ça y est, on balance des surnoms maintenant. il faut qu'on aille faire un Hoop Culture à New York une fois, qu'on parte là-bas, qu'on prenne notre téléphone, notre petite caméra et que toutes les références qu'on puisse vous donner au Waxpo, on vous les montre en vrai. Qu'on aille visiter les locaux de Slam, de Waxpo, qu'on vous montre des coulisses, qu'on vous montre les endroits de sneakers, etc. Parce que la culture, il faut dire ce qui est, elle est ancrée dans la ville de New York. Donc voilà, je lui ai lancé le défi. Il m'a dit ouais, on verra. Voilà, mettez-nous des commentaires. Est-ce que vous souhaitez voir ce genre de format dans Hoop Culture?
Bah, ça serait avec grand plaisir. Mais Ah, bien effectivement, sûr, bien du coup, sûr. j'aurais des questions pour toi parce que tu vois, je savais pas que tu étais allé dans leurs locaux, tout ça, donc ça m'intéresse d'autant Donc, plus. alors, je vais te dire très honnêtement, c'est un bordel son nom avec des cartons partout. Il y avait des volumes partout qui étaient là et c'est des tout petits bureaux. Il n'y a rien de glamour, quoi. Moi, je Non, non, mais m'attendais je à m'en voir un doute. truc avec tu vois, comme le truc de New York, comme ça, des unes accrochées partout, etc., des disques. Bon, non, c'était pas le cas. Mais ils venaient de déménager aussi. Alors, Ok. tant pour eux, donc c'était peut-être pas encore super bien foutu. Voilà. Moi, mon coup de cœur, on part sur les sneakers. Ouais. C'est le dernier livre de Tonton Gibbs, qui est une sommité hein, en matière de sneakers, sur YouTube notamment, qui fait chaque semaine plusieurs vidéos. Tonton Gibbs, donc, très érudit à ce niveau-là et qui sort depuis 2 ans maintenant chez Larousse des livres de, entre guillemets, de vulgarisation sur les sneakers. Il en a sorti un sur les sneakers et les sapes également, où il explique l'histoire des sneakers également. Et là, c'est sur les records autour des sneakers. Alors, records de vente sur des modèles, mais également la présence des sneakers dans le cinéma, comme vous voyez ici. Il y a beaucoup de choses sur le Il a l'air basketball. magnifique le livre. Alors ici, on le voit Avec voilà, Ted. dans le cinéma, et puis aussi sur les records de vente des chaussures mises aux enchères. Voilà. Donc, on apprend plein de trucs sur les collabs également. Voilà, les collabs records qui ont été les plus demandés, les plus recherchés encore aujourd'hui. Donc voilà, et puis on parlait de choses, de turning point. Voilà, par exemple, la présence de Jay-Z pour Reebok ou de Adidas qui changeait la donne avec les contrats avec Run DMC, etc. Donc, et surtout, tout avec les artistes. Il y a un énorme chapitre sur les artistes. Avec, on voit Booba, on voit Big Sean, voilà. C'est super bien foutu. Skepta, on part chez Travis Scott, bien sûr, Macklemore, voilà, évidemment, Drake, j'en passe. Et voilà, c'est pour ça que je t'avais pris cette page. Ton chéri, Ah oui. MF Doom, alors Alors ton chéri, celle-là, j'aurais dû dire DJ Khaled à gauche. Non, ton chéri ici, MF Doom qui est là avec cette magnifique dunk, bien sûr, qui se revend aujourd'hui entre 1005 et 2500 dollars pour un prix d'achat à 150. Ça s'appelle Sneaker, incroyable le record, c'est chez Larousse, c'est super. Et puis en plus, je remercie Tonton au départ qui m'a mis une petite dédicace, donc c'était bien ah cool. On cool. s'était vu au Quai 54 et c'est un personnage très attachant. Suivez-le sur Insta et sur YouTube, bien sûr. Et c'est disponible, ça vient de sortir. Donc pour Noël, c'est génial. Parfait. Et j'imagine que t'as un coup de gueule cette semaine, Pierre? J'ai un coup de gueule. Vous avez fait le même sur basketsession.com. Mon coup de gueule, il va chez Nike pour la nouvelle collection des maillots City Edition parce qu'il y en a, c'est trop. Parce que c'est trop Ah, de, dis-nous c'est tout, dis-nous trop, tout. c'est trop de maillots, c'est trop de chaque année, on ne sait pas. Alors, certes, hein, c'est sûr que si Nike devait sortir un maillot tout par an, comme c'était le cas dans les années 80, où tu achetais ton maillot champion une fois, hein, avec marqué Jordan derrière, ou quel que soit ton joueur, et que tu le gardais toute ta vie, c'est sûr que commercialement parlant, c'est pas top. Mais on s'y perd dans tous ces trucs-là. Il y a une explication pour tout. Lui, il est de cette couleur-là parce que ça, enfin, bientôt, dans 2 ans, on aura un maillot marron des Celtics pour rappeler que Paul Pierce s'est fait caca dessus. Enfin, tu vois, non, non, mais alors évidemment, tout a son explication, mais ça a plus aucun sens. Moi, j'aime bien quand je regarde une salle NBA, quand ça joue à Chicago, quand ça joue aux Warriors, de voir la salle, elle est bleue ou elle est jaune, ou voilà, là, il y en a un, il est comme ça, Brotherly Love pour les Sixers. L'année d'après, on retrouve ces maillots qui sont déjà obsolètes, mais qui sont vendus, continuent d'être vendus. Ça n'a plus aucun sens, on s'y perd. Et je trouve qu'on perd un petit peu pas l'amour du maillot, pas dans le sens l'amour de son club, mais l'amour d'avoir un maillot qu'on ponce, qu'on aime bien. Alors certes, des éditions limitées, il y en a. Hein. Dans le foot, il y en a plein. Hein. Chaque année, Paris, ils ont 3 maillots. 4 maillots, l'OM, ils ont 3 à 4 maillots. Tout le monde a 3 à 4 maillots. Mais bon, je trouve que c'est trop. Et puis en plus, alors, putain, ok, sortez des maillots City Edition, mais mettez-les à 60 balles à ce moment-là. Les maillots, ils sont à 120 euros. Bon, c'est un délire. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui sont superbes, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais cette année, je trouve que la collecte, elle est pas terrible. Celui de New York est bien avec cette espèce de petit dégradé. Mais bon, on peut faire ça tous les 2, 3 ans. Tous les ans, c'est trop. C'est trop. Puis en plus, ils sont chum, quoi. C'est- Ouais, j'ai pas mieux à dire sur le sujet. Je pense que ouais, tu as tout voilà. résumé. Ouais, voilà. On passe à nos reliques, Théo? Ouais, avec plaisir. Vas-y. Alors, c'est moi qui m'y colle. Allez.
Alors cette fois-ci, j'ai fait comme toi, j'ai un peu pompé, j'ai sorti un jersey. Hmm. Attends, hop, voilà. Donc moi, je sais pas si tu le vois, jersey Michigan. Bon, oh là là, Chris Webber. Et ouais, exactement. Donc il n'y a pas le nom au dos, hein, comme vous savez bien, puisque la NCAA verse pas d'argent à ses athlètes. Voilà pour Ça la les petite. empêchait pas de le faire quand même, hein. Pardon? Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des Oui, maillots avec marqué Weber derrière sans qu'ils touchent la moindre thune, hein. C'est toujours le même problème, hein. exactement. Mais à l'époque, Il est alors à l'époque, incroyable celui-là. ça se faisait pas trop. Donc celui-là, alors pendant mon premier voyage aux États-Unis, l'échange que j'ai pu faire avec mon lycée en 93, Michigan sortait de sa première finale de Final Four perdue avec le Fab Five. Moi, j'étais 93, non, ils perdent c'est la deuxième, hein. Oui, mais ils sortaient de la première en fait. Ah, ils sortaient de la première, ouais, Ouais, ouais. ils n'avaient pas encore perdu la deuxième. C'était pile, parce que j'y suis allé en mars, D'accord. donc c'était, enfin au début mars, donc c'était avant la March Madness. Mais moi j'étais ouais, fan du Fab Five, j'avais adoré le jeu de Chris Webber, et donc c'était le jersey que j'avais acheté dans un, je sais plus, tu vois, une espèce de mall où il y avait des articles de sport. Je m'étais ramené ça, et très longtemps ça a été le seul jersey que j'ai possédé de basket pendant très très longtemps avant d'en acheter d'autres par la suite. Mais c'est voilà, un gros souvenir. J'ai adoré voilà, le Chris Webber. J'ai toujours été déçu derrière de sa carrière NBA au bout du compte, mais un joueur que j'ai tout, enfin un joueur incroyable. Et puis le Fab Five, quoi. Pour nous, c'était Bien la sûr. première génération Ouais, tu c'est sais, génial. de joueurs avec une attitude un peu hip-hop, un peu rebelle, quoi. Donc voilà. C'est ça. Même, et puis je me rappelle qu'on voyait les finales universitaires, elles étaient diffusées sur Canal, donc justement ils avaient surfé Carrément. là-dessus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on portait pas trop de maillots. Enfin, moi, je me rappelle pareil, que quand je jouais, déjà, ça l'est toujours, hein, c'est interdit de porter des maillots NBA quand tu joues. Et à l'époque, comme on n'en avait pas beaucoup, tu jouais soit avec Jordan, soit avec Magic. Donc, la honte, si enfin, tu pouvais pas mettre un truc comme ça, tu te faisais chambrer en 5 minutes. Donc, avoir C'est un clair. maillot universitaire sans le nom derrière, c'était l'assurance de pouvoir te pointer sur un terrain avec un jersey sans te faire éclater la gueule si tu ratais 3 shoots d'affilée. Ma relique à moi, on parlait de Kobe tout à l'heure. C'est une casquette des Lakers, jusque-là, plutôt cool, avec, tu vois, des belles couleurs New Era. Ouais. Mais quand on la tourne de l'autre côté, hop, voilà, il y a Kobe Waouh. qui est là. C'était pour la fin de sa carrière. Donc, tu vois, 96-2016, il est MVP, il est champion, il est All-Star. Et tu parlais du taré. Et cette casquette, elle est vraiment belle. Alors, regarde, elle est toute brodée, hein, Ouais, c'est ce pas que je vois, ouais. imprimé. C'est tout brodé. C'est que quand il faisait ça, c'était mauvais signe pour ta gueule Ouais. quand il commençait à mâcher le maillot. Et j'aime bien cette image parce qu'il y a plein de détails. Donc, il mâchouille le maillot. Il a son fameux t-shirt blanc toujours derrière qui est là. Et voilà, c'est une jolie petite pièce de New Era pour les amateurs de Kobe. Voilà, Très belle, c'est ouais. ma relique de la semaine. Très belle. On était raccord sur les couleurs en plus. On aurait presque t'aurais pu les mettre les deux ensemble. Exactement. Et d'ailleurs, on nous a dit qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, on a dit que la semaine dernière, le maillot on parlait des Wizards qui jouent en violet, non, ils jouent en bleu nuit. On a C'est vrai, fourché. c'est moi qui ai fauté. J'ai Voilà. vu ça Donc, aussi. donc on avait bien vu que c'était du bleu, mais un bleu très foncé qui, de loin, aurait pu tourner vers le violet. Donc voilà, on cherche un petit peu à se dédouaner, à trouver des excuses. Ça fait deux fois dans le même podcast. Je suis le Doc Rivers du truc. Ouais, c'est parce qu'ils ont fait. Voilà, ce podcast qui s'achève, Théo, c'est trop court. Ça fait un Ouais, moment qu'on parle, mais on aurait pu parler des heures. Vous connaissez le principe du Hoop Culture, donc c'est tous les dimanches à 17h sur la chaîne Rivers Basket Session sur YouTube, sur les plateformes de streaming si vous nous écoutez en audio, et je sais que vous êtes nombreux à le faire le dimanche soir ou le lundi matin. On vous remercie à chaque fois de la force que vous nous donnez dans les commentaires, et continuez, puisqu'on apprend plein de choses, on essaye de vous apprendre plein de choses, mais on peut se tromper aussi. On peut avoir oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous donner des détails. La communauté River, c'est toujours pertinente et pleine de bienveillance. Théo, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. obligé. Obligé. J'imagine que la semaine, toi, elle va être. Les CQFR sont de plus en plus fournis. Le podcast hebdo également. Move Deep le samedi pour voir comment ça va du côté de chez Victor à San Antonio. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème. Tout croustillant, n'est-ce pas? Allez, portez-vous bien à la semaine prochaine. Salut.